Ça manque un petit moment. Merci de votre attention. Alors nous sommes réunis pour une bien sympathique manifestation. Alors mes chers confrères, puisque je crois qu'il y a quelques praticiens dans cette assemblée, mesdames et messieurs, mes chers Joël et Myriam et Diane, ma chère Marianique. L'exercice auquel je vais me livrer est éminemment délicat puisque je vais devoir, chère Marianique, évoquer des traits de caractère et un parcours de vie que beaucoup de présents connaissent. Et l'exercice est encore plus délicat puisque, réunis pour cette manifestation qui va vous voir être faite officier de la Légion d'honneur, un certain nombre des personnes présentes ici ont déjà été à vos côtés lors de cérémonies précédentes qui vous ont vu être honorés par la République. Le défi difficile, mais sans hésitation, j'ai accepté de me prêter à cette sympathique tradition. Et pour être sincère, non seulement cette demande m'a fait plaisir, tant j'ai d'amitié pour vous, Joël, Myriam et vous, et mon propos aussi va me permettre d'illustrer cette affirmation, mais cette demande, elle m'a aussi honoré, car des personnes à qui vous auriez pu, d'autres personnes, vous auriez pu leur demander de vous remettre des insignes d'officier dans l'ordre de la Légion d'honneur, et ces personnes sont nombreuses. Je me suis donc senti autorisé à évoquer dans mon propos deux sujets qui nous tiennent à cœur, à vous et à moi, l'hospitalisation à domicile et la famille. J'imagine qu'en disant cela, au fond de vous, chers amis, vous commencez à me craindre un discours qui plombe l'ambiance de cette soirée. Je vous rassure, il n'en sera rien. Parce que finalement, parler de sujets graves n'implique pas de le faire tristement. Au contraire, puisque nous voulons, Marianique et moi, inscrire ces thèmes dans la réalité de la vie. Et puis, il ne vous aura pas échappé que nous sommes réunis précisément dans les locaux de l'hospitalisation à domicile de Nantes et sa région, et qu'il est donc légitime que, présidente de l'association gestionnaire de cet HAD et de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile, je commence mon propos par un fervent plaidoyer en faveur de cette offre de soins encore trop méconnue. L'idée d'hospitalisation à domicile, elle est née en 1958 de la volonté de visionnaires qui estimaient que le domicile pouvait être un lieu de soins. D'abord fortement centré sur une activité de soins palliatifs pour les patients atteints de cancer, les établissements d'HAD ont vu largement se diversifier et élargir leur périmètre d'intervention, tout en gardant leur raison d'être, prendre en charge des patients qui, en l'absence d'HAD, devraient rester à l'hôpital ou en clinique du fait de la gravité de leur état de santé et des soins complexes qu'ils justifient. En clair, notre mission est de nous substituer à l'hôpital dès lors que l'instabilité de l'état du patient n'impose pas une surveillance continue. Pour réussir en 2021 à soigner en France plus de 155 000 patients, et demain beaucoup plus, il nous a fallu franchir bien des obstacles et encore aujourd'hui déployer des trésors de conviction. Et il faudra attendre 1973, alors qu'existait une quarantaine de structures en France métropolitaine, pour que l'hospitalisation à domicile soit identifiée et que soit créée la Fédération nationale des HAD. 1979, pour que se crée l'association gérante de l'HAD de Nantes et sa région, dans les locaux desquels aujourd'hui nous sommes réunis. Et en 91, pour que cette activité soit reconnue comme une alternative à l'hospitalisation, par le biais d'un amendement que, jeune député, j'avais déposé à la loi sur l'hôpital portée par Claude Évin. 1996 voit donner une nouvelle impulsion à la HAD et à la FNEAD par la voix du docteur Pierre-Jean Coustec, mon prédécesseur à la présidence de la FNEAD, à laquelle j'ai succédé en 2006, et alors que j'étais présidente depuis 1 an de cette association, où j'avais succédé, certains d'entre vous l'ont peut-être connu, au professeur Jean-Vincent Mainvel, ancien chef du service d'orthopédie et ancien président de la commission médicale d'établissement du CHU de Nantes.
Depuis, l'HAD a bien changé. Le statut d'établissement de santé des HAD a été inscrit dans la loi en 2009. La FNEAD est devenue une fédération hospitalière. Les HAD sont autorisés à intervenir dans les établissements médico-sociaux. Il existe des HAD dans tous les départements de France et d'outre-mer. Et les HAD ont été bénéficiaires des grands projets nationaux du numérique en santé. Les textes fondateurs ont été élaborés sous l'égide du ministère, divers ministres de toute obédience politique. Et le dernier, feuille de route de l'HAD pour les années 2021-2026, a été officialisé par Olivier Véran il y a quelques mois, en décembre dernier. Ce document, par ses axes d'action qu'il contient, démontre la politique très volontariste du développement de l'hospitalisation à domicile hors les murs et illustre le virage ambulatoire de notre système de soins. Nous aurons vu aussi en cette année identifier l'hospitalisation à domicile comme étant une vraie offre de soins hospitalières. Et nous avons également obtenu que soient élargis nos périmètres d'intervention vers d'autres territoires, la pédiatrie, l'obstétrique, la chimiothérapie, les soins de suite et de rééducation, toutes choses qui vont prendre de l'importance dans le futur. Donc l'HAD a changé d'univers depuis 20 ans, les projets sont légion, les capacités de développement de l'hospitalisation à domicile très étendues. Rien ne se fait sans effort, vous le savez, sans aller chercher la reconnaissance de ses pairs, sans la confiance des prescripteurs et sans l'implication des personnels de l'hospitalisation à domicile. Grâce à cet engagement, l'HAD de Nantes, qui couvre les 2/3 du territoire de Loire-Atlantique, des zones les plus urbaines aux zones les plus rurales, a au fil des années bien grandi, puisqu'aujourd'hui, de 60 patients que nous avions par jour en 2005, nous sommes à près de 240. Des antennes existent à Nozay, à Ancenis, dans le sud de la Loire. Plus de 150 salariés, infirmiers, aides-soignants, médecins, pharmaciens, assistantes sociales, psychologues, logisticiens, kinés, auxiliaires de vie, et puis bien sûr des personnels administratifs et financiers œuvrent dans cet établissement. C'est un budget de près de 19 millions d'euros et au cœur de son organisation, le numérique, dont nous faisons un point d'appui pour mieux partager les informations avec les hôpitaux, mais aussi avec nos prescripteurs. Mais me direz-vous, pourquoi ces explications sur l'hospitalisation à domicile et finalement, quel lien avec Marie-Annick que nous aurons aujourd'hui? Tel un feuilleton, nous allons passer au deuxième épisode de cette cérémonie et parler de celle qui nous réunit aujourd'hui et ainsi comprendre la rencontre des Pavageaux avec l'HAD. Marie-Annick Trébossin, de son nom de famille, est morbihanaise. Elle est née à Malétroit le 5 juillet 1954. Seconde d'une famille de 4 enfants, son père, commerçant boucher de génération en génération, et sa maman, elle-même fille d'artisan, ayant migré de la Gacilly à Nantes, transmettent à leurs enfants un socle de solides valeurs, que d'aucuns qualifieraient sans doute de traditionnelles, alors qu'elles sont simplement éternelles et naturelles. Ces valeurs, ce sont le goût du travail, le sens de l'effort, le courage de s'accrocher face aux aléas de la vie, toutes qualités qui seront bien utiles à Marie-Annick pour faire face à ce qu'elle va vivre quelques années plus tard. Marie-Annick suit une scolarité classique à Malétroit, puis à Ploërmel, brillante. Marie-Annick se révèle déjà dotée d'une forte personnalité, d'autant qu'elle est de surcroît très bavarde. Comme Joël et elle-même le disent avec humour, elle a été d'autant plus punie d'être ensuite privée de la parole. Mais on comprend aussi pourquoi elle s'accroche tant à vouloir communiquer. Je vous rassure, si je dis ça, c'est que j'en ai eu l'autorisation de Marie-Annick et de Joël. Mais on comprend pourquoi elle s'accroche tant à vouloir communiquer en usant de toutes les possibilités que la nature et la technique peuvent offrir. Le bac en poche, Marie-Annick décide de faire du droit. Parce que depuis toute petite, cette discipline l'intéresse et qu'elle a envie de satisfaire ainsi son sens de la justice et son intérêt pour les autres. Brièvement tentée par la profession d'avocat, Marie-Annick ne se voit pas en situation de défendre l'indéfendable, mais en revanche se verrait bien magistrat. Mais dotée d'une maîtrise de droit privé, poursuivre dans cette voie signifie encore plusieurs années d'études, et Marie-Annick, consciente des efforts faits par sa famille, veut désormais gagner sa vie et s'assumer financièrement. Nous sommes en 1976, ancrés dans cette région Bretagne qui a vu naître nombre de personnes devenues des capitaines d'industrie mondiale. C'est tout naturellement que Marie-Annick postule chez un des emblématiques représentants de cet entrepreneuriat breton, lui aussi morbihanais, Yves Rocher. Et Marie-Annick entre chez Yves Rocher. Elle y entre comme adjointe aux ressources humaines et
adjointe aux ressources humaines, en situation de la formalisation et de la mise en place des premiers bilans sociaux. Marie-Annick semble donc avoir un avenir tout tracé, avec, en perspective, la succession de son supérieur hiérarchique. Mais, le hasard de la vie va faire se rencontrer Marie-Annick et Joël. Célibataire, un peu endurci, aimant profiter de la vie, lui-même me l'a dit, je ne dirai pas en faisant quoi. Joël dirige une société de négoce dans le vin, société qui est également propriétaire d'hectares de vignes. Qui dit vigne, dit cueillette et récolte, et Joël vient régulièrement dans cette région de Malétroit chercher des ouvriers agricoles qui, journaliers, louent leurs bras au rythme des saisons et de la diversité des récoltes. À l'occasion d'une de ces venues, Joël fait la connaissance du frère aîné de Marie-Annick. Le goût de la fête les rapproche, et en frère attentif et certainement pas dénué d'arrière-pensée, l'aîné de la famille invite son nouvel ami à rencontrer sa sœur et entraîne cette dernière pour fêter le réveillon de 1979 à Rezé, dans la maison acquise quelques années auparavant par Joël. Il faudra attendre l'anniversaire du frère de Marie-Annick, fêté en février 1980, pour que la magie opère et que très vite ensuite, Marie-Annick et Joël décident d'unir leur destin. Le mariage est célébré le 8 novembre 1980. Pas question de rester à la Guessilly, pendant que Joël travaille au palais, au siège de la société qu'il dirige, et en bonne épouse, vous suivez votre mari et vous emménagez à Rezé. Pas question néanmoins de renoncer à une activité professionnelle, et en 1981, quelques semaines après votre arrivée dans la région nantaise, vous postulez à une offre d'emploi au Centre d'information féminin et familial comme informatrice en droit et conseillère conjugale. Certes, votre expérience en matière conjugale est encore récente. Mais l'adage dit qu'on ne parle jamais aussi bien que de ce qu'on connaît pas. Vous êtes à l'époque enceinte, le travail est à temps partiel, enfin à temps partiel en termes de rémunération, car il ne l'est pas vraiment en temps. Mais peu importe, ce poste vous passionne, vous l'exercez dans une ambiance sympathique, avec des personnes avec qui vous resterez liés la vie durant, vous éprouvez un réel sentiment d'utilité, mais vous rentrez parfois chez vous le soir, ébranlé par les situations sociales épouvantables que vous rencontrez, que vous racontent les femmes rencontrées. Heureusement, votre vie personnelle est elle harmonieuse, et le 30 novembre 1981, après une grossesse sans souci, naît Myriam. Bénéficiant du fait que la maman de Joël garde Myriam, Marie-Annick reprend son travail dans ce centre d'information qui avait été créé en 1978 et qui est animé par le Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles, lui-même fondé en 1972 à l'initiative de l'État et avec pour objectif de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes. En 1983, quelques mois avant votre accident, ce sera notre première rencontre. Je ne suis pas sûre que vous en ayez le souvenir, mais moi je me rappelle. En effet, ce centre, présidé à l'époque par René Broustal, forte personnalité, dont la sensibilité politique n'était pas tout à fait celle de la majorité nouvellement élue à la mairie de Nantes, mais jeune conseillère municipale, mon exercice de médecin m'avait propulsé dans le domaine social. Et je pense qu'en réalité, tout simplement avec Monique Papon, qui était, elle, adjointe aux affaires sociales, nous faisions le tour, au début de cette municipalité, de tous les dispositifs qui existaient dans la ville et qui étaient subventionnés par celle-ci. Et puis, le 11 mars 1984, c'est l'accident vasculaire brutal qui vous verra être 2 mois dans le coma, privé de l'usage de vos membres et de la parole, et rester 31 mois à l'hôpital. Vous passerez dans divers services en raison de votre état et des complications que celui-ci engendre. Rapidement, vous rejoignez le service du professeur Jean-François Maté. Je ne sais pas, il est perdu en route. Il est perdu en route. Bon, service de rééducation fonctionnelle, situé à Saint-Jacques, et qui n'était pas aussi bien logé que celui désormais dirigé par le professeur Perroin-Verbe, et avec qui j'ai d'ailleurs fait mes études de médecine il y a maintenant pas très loin de 50 ans. Vous avez la chance d'être entre les mains d'une équipe qui recherche avant tout l'intérêt du patient et son équilibre non seulement physique, mais également psychologique, qui n'enferme pas les malades dans leur handicap et qui va vous aider à construire une nouvelle vie. Vous allez être aidé par une personne qui pendant des années vous assistera dans le quotidien de la tenue de la maison et la chadée. Sera là, par période, de temps en temps, il n'y a pas encore si longtemps, il y a quelques années, à l'occasion d'incidents de la vie,
Vous évitez ainsi le retour à l'hôpital et vous pouvez bénéficier des soins dont vous avez besoin. Mais, dès ce moment-là, vous reprenez votre vie en main. Certes, vous vous déplacerez désormais en fauteuil roulant, mais vous allez désormais tout faire pour avoir une vie normale. Vous avez une fille qui, durant ses mois d'hospitalisation, a été scolarisée, gardée après l'école par sa grand-mère, choyée par ses jeunes tantes, d'après ce que j'ai entendu. Et le soir, papa qui prend le relais après son travail, et souvent après avoir été vous rendre visite à l'hôpital. Et à votre retour définitif à la maison, après ces 31 mois d'hospitalisation, le soir, vous surveillerez les devoirs de Myriam. Et je me souviens, il y a des années, de cette réflexion qui vous faisait dire que vous aviez été pleinement présente dans l'éducation de votre fille. Cela doit être vrai quand on voit là où est arrivée Myriam, avec une mention très bien en bac, Sciences Po Paris, l'école de l'Europe à Bruges, une carrière de diplomate et une vie de femme et de maman accomplie. Deuxième exemple, vous allez voyager. Le premier voyage, ce sera en 1986, alors que vous êtes encore en partie hospitalisé en rééducation à Saint-Jacques. Le professeur Maté donne son go pour 2 semaines de vacances à Nice. Partis en avion, tous les 3, vous passerez ainsi vos premières vacances loin de Nantes, normalement en famille. Ce voyage sera suivi de nombreux autres, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, Jérusalem, la Belgique, la Chine, Pékin, Shanghai. Vous ne ferez pas le Tchad et l'Iran, pays où sont en poste pendant des années votre jante Myriam, et chacun comprendra ici que ce n'est pas en raison d'une impossibilité matérielle, puisque ce n'est pas le sujet avec Joël et Marianne Balajo, tout simplement parce que ce sont des pays où le voyage de villégiature n'est pas vraiment recommandé. Vous allez aussi reprendre une vie active. Vous ne pouvez plus travailler hors de chez vous, qu'importe. Vous allez travailler différemment, chez vous, et user du fait que vous avez recouvré partiellement l'usage des auriculaires et ainsi taper sur l'ordinateur, par exemple, des tests de médecine, et ce, dès 1987. Et puis surtout, vous allez vous engager, avec passion, détermination, dans la vie associative et le droit des handicapés. Dès 1986, vous dictez à Joël, par vos clignements de paupières, puisqu'à l'époque c'est le seul moyen d'expression dont vous disposez, les conclusions du mémoire, destinées au tribunal, dans le cadre du recours engagé contre l'URSSAF, qui refuse l'exonération des charges sociales de l'emploi de la personne qui vous assiste quotidiennement. Vous gagnez ce recours, et dans la foulée, vous interpellez des députés, et plusieurs d'entre eux supportent votre action devant le Parlement pour obtenir la généralisation du dispositif d'exonération des charges sociales pour les handicapés employant une aide à domicile. Ce sera fait sous le gouvernement que dirige entre 1986 et 1988 Jacques Chirac. C'est à cette époque, alors que je suis un bébé député, que Joël vient me voir pour des sujets relatifs au remboursement de matériel et de dispositifs nécessaires aux handicapés. De ce jour, je crois pouvoir le dire, nous resterons toujours en relation et communiquerons régulièrement via les mails. Merci Internet. En 1997, c'est la création d'Alice par Jean-Dominique Bobby, journaliste, victime lui aussi d'un AVC et atteint du Lockheed syndrome, et écrivain du Scaphandre et le Papillon. Très vite, vous vous engagez dans cette association où on devenez un membre écouté et actif. En 2002, vous rejoignez l'APF, et là aussi, vous faites vite autorité. Ce sera aussi l'époque de la rencontre avec Jacques Ricot, que j'aperçois, philosophe nantais, très engagé dans le débat sur la fin de vie, mais je vais y revenir dans quelques instants dans mon propos sur ce sujet. Depuis, vous intervenez régulièrement dans des colloques et conférences devant divers publics, étudiants, médecins, infirmiers, handicapés et leurs aidants. Vous témoignerez à Paris devant des commissions parlementaires en charge de l'élaboration, puis de la révision de la loi sur la fin de vie, les lois Leonetti-Claise. Vous m'aviez d'ailleurs également fait le plaisir d'intervenir il y a quelques années à Paris lors de nos journées de l'hospitalisation à domicile, les journées de la FNEAD, et vos témoignages, le vôtre, mais aussi celui de Joël, avaient beaucoup impressionné les 400 personnes présentes à cette réunion. Depuis 10 ans, vous êtes aussi au conseil de la MAAF, seule personne en fauteuil présente au conseil et aux assemblées. Vous êtes régulièrement sollicité pour remettre des insignes du mérite, dont vous êtes commandeur depuis novembre 2015, ou ceux de la Légion d'honneur, dont vous êtes chevalier depuis 2010. Je me souviens d'ailleurs que c'est à l'occasion de la réception de chevalier dans l'ordre du mérite de Myriam, je vous ai rencontré pour la première fois. Vous étiez tout juste bachelière, vous alliez passer votre bac, vous étiez tout juste bachelière. Je me rappelle très bien. Et puis au milieu des années 2010, ce sera le mariage de Myriam, et en 2016, puis en 2020,
vous devenez l'heureuse grand-mère de Diane et de Jean. Vous le saviez, mais vous avez encore un petit peu plus compris à la lueur de ce récit à quel point Mariannick est une combative. Mais ce combat qu'elle a mené pour elle, pour Joël et Myriam, pour se construire une vie normale et réussir sa vie, elle le mène aussi pour les autres, pour ceux et celles qui, comme elle, se trouvent à un moment de leur vie en grande faiblesse, dépendantes de tous pour tout, et au nom desquels parfois parlent des personnes qui, en fait, jugent la vie des autres selon leur propre prisme, en ce que, pour reprendre une expression communément entendue, cette vie mériterait ou pas d'être vécue. C'est ce combat aussi qui nous a rapprochés, c'est aussi ce débat qui a fait se rencontrer Jacques Ricot et les Pavageaux. Ce sont les avis émis par le Conseil national d'éthique à diverses reprises, les propositions de loi déposées par des députés, on se rappelle de quelques-unes de nos interventions mutuelles, qui ont suscité de la part de Mariannick depuis 20 ans des milliers de courriers interpellant femmes et hommes politiques, journalistes, religieux et plus largement toutes les personnes émettant une position sur la fin de vie. Lors de son audition devant la commission parlementaire chargée d'évaluer les textes de 2005, Mariannick a expliqué aux députés présents, je cite, « les dommages collatéraux provoqués par ceux qui, n'en pouvant plus d'accompagner ceux qui souffrent, confondent la suppression du souffrant avec le combat contre la souffrance. » Nous sommes au cœur du sujet, puisque l'an passé, une proposition de loi a été discutée à l'Assemblée nationale. Seule la procédure parlementaire en a empêché l'adoption. Et nous avons entendu, lors de la campagne présidentielle, évoquer de nouveau le sujet, avec l'idée lancée d'une grande consultation citoyenne sur cette idée d'une assistance médicale à la fin de vie. Je crois que nous allons encore avoir du travail. Je voudrais vous lire quelques extraits du courrier que j'ai adressé l'an passé aux 320 signataires de la proposition de loi en faveur de l'assistance médicalisée de la fin de vie, car c'est ainsi qu'elle s'appelle, et c'est de cela dont il s'agit. Je l'ai adressé au nom des acteurs de la FNEAD, et en particulier des médecins praticiens au sein de nos établissements, lettre à laquelle, sur 320 envois, seuls 7 députés ont répondu. Vous pouvez saluer ainsi le succès dont j'ai été honoré, le succès d'estime de mon intervention, et je crois que le problème, Mariannick, c'est que vous avez plus de succès que moi, car vous avez des réponses. Je reviens au contenu de ce courrier et de ce que nous écrivions. Confrontés quotidiennement à la maladie et intervenant jour et nuit, souvent pendant de longues semaines auprès de patients fragilisés, en proie au doute, parfois en situation de détresse, mais aussi toujours capables d'éprouver des joies et des bonheurs, voire de faire encore des projets, nous constatons que les questions de la mort et du moment de celle-ci recouvrent une réalité aussi complexe et diverse que l'est la nature humaine. De plus en plus, de mieux en mieux, nous arrivons à soulager les souffrances physiques et psychiques éprouvées par les patients. Certains d'entre eux indiquent, il est vrai, le souhait d'en finir, mais bien souvent, nous le constatons, ces propos sont des appels au secours face à la solitude, face à l'indifférence, à la peur. Ce sont des appels à soulager leurs symptômes et des demandes d'empathie, de compréhension, d'amour, et parfois le besoin d'être assuré, de laisser une trace, un souvenir, un regret après la mort. Combien de fois avons-nous vu des patients que nous estimions perdus à courte échéance continuer à vivre, tout simplement parce qu'ils voulaient participer à un événement heureux, le retour d'un enfant, une naissance, un anniversaire. Comment la confiance que placent en nous les patients, le nous ce sont nous les soignants, en nous les patients ne serait pas amoindrie si au même titre que nous administrons des thérapeutiques pour soigner, soulager et guérir, nous étions conduits à injecter un produit létal. Quel regard les patients porteront-ils sur nous si nous devions endosser ce double rôle de soignants et de prescripteurs de mort? Comment nous soignants pourrons-nous vivre avec cette idée de pouvoir activement donner la mort, démarche qui va à l'encontre de notre déontologie et de ce que nous apprenons durant nos études, période durant laquelle il nous est enseigné de tout mettre en œuvre pour sauver et guérir les malades? Le droit à mourir avec une assistance médicale serait l'ultime espace de liberté et de dignité, disent certains parlementaires, mais en quoi la maladie et les souffrances qu'elle peut engendrer sont-elles source d'indignité? N'est-ce pas le rôle du législateur que de protéger les plus humbles et les plus fragiles et de les préserver de tout abus d'individus plus forts et plus puissants? N'est-ce pas donner du crédit à celles et ceux qui estiment trop coûteuses les charges engendrées par les personnes âgées handicapées? En octroyant ce droit à mourir médicalement, comment ne pas craindre que dans le futur, notre société n'en soit pas à reprocher à des personnes atteintes de maladies incurables de ne pas faire usage de ce droit? En vous inscrivant il y a quelques années, Mariannick, sur la liste des officiers de l'Ordre national du mérite, le président de la République de l'époque, dans le courrier de félicitations qui vous était adressé, écrivait « Tous mes encouragements pour que vous continuiez à apporter et à celles qui vous entourent cette richesse d'humanité ». 14 ans après,
il a été entendu. Car femme engagée, épouse, mère, grand-mère, chacun s'accordera effectivement à penser qu'effectivement, votre rage de vivre, votre volonté de normalité, votre engagement en faveur de la dignité de la vie sont de réelles contributions à ce qui fait la force de l'humanité. Mais justement, le président actuel ne devrait-il pas s'interroger sur la contradiction qu'il y a à vous attribuer ces insignes d'officier de la Légion d'honneur à ce même titre, et de l'autre, à ne pas entendre ce que vous exprimez de la dignité humaine, ou à ne pas voir la richesse d'une vie vécue, différente, mais pourtant normale. Je pense, chère Marianique, que vous allez encore, durant les mois à venir, être conduite à beaucoup écrire et à souvent témoigner. Me voilà arrivée à la fin de mon propos, long, mais que voulez-vous, chers amis, il y avait beaucoup à dire, et puis je n'avais pas promis, comme on le fait souvent au début de mon discours, que j'allais être bref. Mais justement, je ne voudrais pas conclure sans ajouter quelques mots qui s'adresseront non pas à vous, Marianique, mais à Joël. Je suis sûre que tous se disent que cette décoration est bien sûr celle de Marianique, mais aussi celle d'un couple. Car Joël, lui aussi, durant ses 38 ans, a œuvré, milité, et lui aussi, malgré les épreuves vécues, a gardé sa joie de vivre, élevé sa fille et brillamment réussi sa vie professionnelle. En effet, l'homme que vous connaissez, pour certains d'entre vous, comme le mari de Marianique et son aidant, est connu par beaucoup d'autres, et vous êtes présents ici, comme ayant été pendant plusieurs décennies directeur d'une entreprise qui, sous son impulsion, a multiplié par 3 le nombre de ses salariés et par 10 son activité. Il est, je le sais pour certaines personnes présentes aussi, ici, un juge au tribunal de commerce ayant œuvré efficacement durant 14 ans et qui encore aujourd'hui s'investit dans l'association Écoute Entrepreneur 44, association qui vient en aide à des chefs d'entreprise en difficulté. Vous comprendrez, à la lueur de ce bref rappel, pourquoi je souhaite associer Joël à cette décoration, d'autant qu'il est membre du conseil d'administration de HAD de Nantes depuis des années, après avoir été un représentant à notre commission des usagers. Je me garde d'oublier Myriam, présente ce jour pour un bref, très bref aller-retour entre Téhéran et Nantes. Jean et son papa sont restés en Iran, mais Diane est là, et je vais lui demander de nous rejoindre pour m'aider dans la remise des insignes à sa grand-mère. Tu viens? En effet, il va m'appartenir maintenant de procéder à votre réception, chère Marianique, dans l'ordre de la Légion d'honneur, et de dire, je le pense sincèrement, que c'est une éclatante démonstration de vos succès et de la reconnaissance de la République à votre égard. Merci de votre attention. Madame Marianique Pavageau, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Mais du coup, j'ai très bien fait. Remercier tous. Moi, au préalable, je tiens à dire que dès ma promotion, j'ai pensé à une Elisabeth qui a aussitôt accepté. Oui, je disais donc, moi, dès que j'ai appris ma promotion, j'ai pensé à une Elisabeth. Oui, dès que vous prononcez mon prénom, ça s'arrête. Ça y est, ça repart. Je tiens à vous remercier à tous. On va passer la parole à Joël. Bien entendu. Madame la ministre, chers amis, Madame la ministre, chère Elisabeth, merci des paroles aimables que vous avez eues à mon égard. Il était tout naturel pour moi de vous demander de me remettre cette distinction. Nous nous connaissons depuis longtemps, en un autre temps, en 1980,
où je marchais. Vous étiez membre du conseil d'administration du CIF à Nantes et j'étais informatrice en conseil juridique et conjugal. Alors merci à Agnès Pichot, la directrice de cette maison, qui a permis de nous rassembler ici. J'ai une longue histoire avec l'hôpital à domicile. En effet, j'ai pu bénéficier des soins pendant les sorties de week-end et ensuite à ma sortie de l'hôpital pendant une année jusqu'au moment où la sécurité sociale a stoppé sans préavis cette prestation. Voilà quelques années, j'ai pu bénéficier pendant quelques mois de la compétence et de la bonne humeur des intervenants. Alors, merci à tous les médecins qui sont présents. Monsieur le professeur Jean-François Maté, on ne l'a pas vu, il a dû se perdre entre le Bignon et le Nord-Loire, pas de problème. Je vous dois tant. Alors le professeur Brigitte Perroin-Verbe, qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui est représentée par son éminence grise, Marc. Marc, tu sais le plaisir que nous avons à te rencontrer. Alors Pierre, c'est un médecin, hein. Tu sais le plaisir que nous avons à te rencontrer, enfin, ça se redit, avec ton épouse, même si tu as mal tourné, en te rapprochant de la sécurité sociale. Alors le docteur Benoît Morin, qui, victime de la pénurie de médecins, ne peut être des nôtres, et tous les soignants qui, eux aussi, ne peuvent être là. Alors merci aux membres de la Légion d'honneur, aux présidents et membres de l'Ordre national du mérite qui sont présents. Je déplore l'absence de certains retenus par la maladie. Je leur souhaite un bon rétablissement. Un merci particulier à Georges Hubert, qui a pu officialiser cette cérémonie avec la présence du drapeau. Merci aux greffiers, juges, administrateurs, mandataires. Vous me suivez depuis longtemps. Je n'ai pas oublié, voilà 12 ans, vous n'avez pas hésité à suspendre les audiences pour vous permettre de monter à Paris. Je ne suis pas sûr de vous donner de nouvelles occasions. Alors merci aux associations, à toi Grégoire, directeur compétent et dynamique de l'APF France Handicap, à Alice, à Écoute Entrepreneur, alors à Jean-Philippe Beau, mais je crois qu'il n'est pas là, il a dû avoir un problème, qui est commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises de la région Pays de la Loire. Merci à ma famille, ma belle famille, nièce, cousine, ma nièce n'est pas venue. Merci à vous tous, mes amis, qui entretenez par votre présence des liens d'affection. Enfin, merci, accompagné de nombreuses bises, à toi, ma grande chérie, qui, avec ta maman, n'a pas hésité à faire un long voyage très rapide, voyage qui pour venir porter le coussin de la médaille de Manic. Justement, cette médaille, je veux la dédier à tous les malades en fin de vie, aux soignants et intervenants qui les accompagnent. Dans notre assistance, nous avons la joie d'accueillir Jacques Ricot, qui veut bien m'honorer de son amitié. Jacques Ricot mène ses travaux de philosophe depuis de nombreuses années sur la fin de vie. Ses travaux font autorité dans le monde entier. Ses nombreux ouvrages, ses conférences, ses formations prodiguées près des soignants. Mais il n'y a pas un nombre de pages comme on a pu voir tout de suite. Vous avez vu que mais c'est écrit plus gros. Ça tient vraiment que sur une seule page, hein, peut-être recto verso, mais enfin, quand même. Nous sommes également dans cet établissement où, comme l'a rappelé Elisabeth, où on consacre une grande part de l'activité aux soins palliatifs à domicile. Nous saluons également la présence de Madame Edith de Ratelier, qui est l'une des fondatrices de la maison Nicodème, ouverte voilà quelques semaines, maison qui est un modèle, qui peut accueillir une vingtaine de patients en fin de vie. L'association Jalmave, jusqu'à la mort accompagner la vie, n'a pu être présente parmi nous, les membres étant pris par le congrès de la SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. S'il y a de nombreuses réalisations, on ne peut que s'inquiéter de la détermination de certains et de la mollesse des politiques pour acter l'euthanasie.
le fait que le président de la République décide de confier au CESE, Conseil économique, social et environnemental, le soin d'animer un grand débat national sur cette question, entre parenthèses, d'ailleurs, j'oserais dire vitale, ne peut que fortement inquiéter. Voilà quelques années, cet organisme avait déjà traité de ce sujet. À l'époque, j'avais interpellé chacun des membres sans recevoir aucune réponse. Je sais que dans notre assemblée, que tous ne partagent pas mon point de vue, mais d'où je suis, je leur dis simplement de continuer à creuser la question, de se sentir impliqués. Il faut soutenir les soignants en soins palliatifs, donner une véritable formation aux étudiants sur les soins palliatifs, informer médecins et sociétés sur la législation qui existe déjà, mais c'est à l'heure actuelle pas toujours suffisamment connu, susciter de nombreuses initiatives telles la Maison Nicodème. À titre d'exemple, aujourd'hui encore, 26 départements n'ont pas d'établissement dédié aux soins palliatifs. Alors, dans ces fragments, Novalis mentionne « Il n'y a qu'un temple au monde, c'est le corps humain. Rien n'est plus sacré que cette forme sublime. S'incliner devant un homme, c'est rendre hommage à cette révélation dans la chair. C'est le ciel que l'on touche lorsqu'on touche un corps humain. » Voilà. Oui, il faut rappeler, à temps et à contre-temps, que la dignité est valeur intrinsèque constituant de la nature humaine. Et sans ambiguïté, réaffirmer que toute personne, quel que soit son handicap, sa déchéance, ses découragements, conserve toute sa place au sein de la société, qu'il n'y a pas de limite à la dignité humaine. Le débat continuera, les cas nouveaux seront exploités. Il est curieux de remarquer que l'on ne mesure pas les dommages collatéraux causés par cette médiatisation sur des personnes vulnérables, celles qui ont le droit d'avoir des moments de découragement. En empruntant à Erwan Le Moredek le sous-titre de son livre « Fin de vie en République », alors ce sous-titre étant « Avant d'éteindre la lumière », alors oui, avant d'éteindre la lumière, pour nous-mêmes, qui ne souhaiterait qu'une main bienveillante saisisse la nôtre, qu'une voix à la fois douce et chaleureuse nous susurre à l'oreille « Ne crains pas, non, ne crains pas, tu as du prix à mes yeux, ne crains pas, car je t'aime. » Alors, restons debout. Avant de partager les trucs, je crois vous avez quelques personnes, etc., qui ont voulu honorer les uns ou les autres, parce que je crois qu'il y a quelques bouquets. Alors, je sais lequel est le mien. Je sais qu'il y en a d'autres. Voilà. 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 Ils sont bizarres tes fleurs, Christian. L'automobile, ça sert quand même. On va le remettre. Le seul truc, c'est que j'ai trouvé, moi, que c'était bien de faire un cadeau pour Marie-Alique, mais j'ai trouvé normal de faire aussi un cadeau à Joël. Donc, j'ai hésité à faire les bouteilles pour Marie-Alique et le bouquet pour Joël. Et je me suis dit qu'arriver à la maison, ça risquait quand même d'être revenu dans un ordre classique. Donc, c'est le bouquet pour Marie-Alique. Et puis, vous penserez et vous pourrez fêter la prochaine fois que la famille viendra. Voilà. Merci. Donc ça laisse présumer pour la suite, on ne sait pas si par hasard il reste peut-être encore quelques grades. Ils vont en inventer d'autres.
Oui, parce que t'as soif. Allez, ça va pas soif. Un coup de champagne. Tiens-toi. Viens, regarde devant. J'avais encore jamais vu ça.